fait des études secondaires banales. Alors, à l'époque, c'était la section C et qui était la plus importante pour les études de médecine. C'est l'équivalent de la section S que vous avez eue. Mais bon, moi, je suis un peu plus ancien que vous. Et ensuite, je suis entré en première année de médecine. Et puis, après la première année, la deuxième année, la troisième année, etc. Au début, et je pense que ça reste un peu ma motivation essentielle, c'était pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc ce qui m'intéressait, c'est l'aspect intellectuel et le raisonnement. Ce qui continue à m'intéresser, c'est le raisonnement clinique. Mais soigner les patients, les améliorer, ça m'intéresse aussi. Il faut une grosse puissance de travail, parce que les études sont longues, elles sont difficiles, ça vous le savez aussi bien que moi, et surtout, les médecins doivent maintenir leurs connaissances. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'à mesure que vous travaillez, vous allez avoir de plus en plus d'activités cliniques et de moins en moins de temps à consacrer à entretenir les connaissances. Mais les connaissances en médecine, elles évoluent de façon très très importante, exponentielle, et ce qui était vrai quand vous avez commencé à exercer, quelques années plus tard, peut ne plus l'être. Quand j'ai commencé mes fonctions d'interne, il était inenvisageable d'anticoaguler un patient qui a un accident vasculaire cérébral. Quelques années plus tard, on trombolysait les patients avec un accident vasculaire cérébral ischémique sur des fenêtres de tir très très précises. Donc c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est probablement une des difficultés les plus importantes de maintenir le niveau de connaissance et donc de compétence et donc de performance. Et dans quelques années, vous allez passer votre serment d'Hippocrate, c'est une étape très très importante dans votre vie de médecin et dans votre vie tout court. Et une des rubriques, c'est que vous vous engagez à maintenir vos connaissances. Et ça, vous allez voir à l'usage que c'est vraiment difficile. Il va y avoir de plus en plus de patients malades parce qu'il y a de plus en plus de patients âgés, même si les gériatres disent que vieillir, ce n'est pas une maladie, l'expérience montre que c'est quand même pas très simple. Et puis surtout, il va y avoir de plus en plus de patients compliqués, parce que de plus en plus de patients âgés, c'est des patients polypathologiques avec beaucoup de traitements, et c'est des patients qui sont de plus en plus difficiles à soigner. Alors ça veut dire que dans les hôpitaux, on va probablement évoluer vers de plus en plus de services de médecine polyvalente, où on soigne un peu tout. C'est-à-dire qu'on est suffisamment bon pour soigner aussi bien le patient qui a une fonction cardiaque altérée, que le patient qui a une insuffisance rénale, que le patient qui a des troubles cognitifs ou le patient qui a des troubles neurologiques, alors que la tendance actuelle est au contraire d'hyper-spécialiser les services qui à ce moment-là deviennent de moins en moins adaptés aux besoins de la population. Donc c'est un changement qui est important, qui est en train de se passer dans les hôpitaux, à Nice comme ailleurs, et c'est probablement à terme un des changements qui est important. Le deuxième changement qui est très très important, c'est qu'on va probablement passer d'une médecine de soins essentiellement à une médecine de plus en plus de prévention. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Le troisième élément qui est important, c'est qu'on va avoir une médecine de plus en plus personnalisée. Et il y a une illustration qui est bien précise là-dessus, c'est ce qui se passe en cancérologie, où on a maintenant des thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire que pour le même cancer, le traitement de monsieur X ne sera pas le même que le traitement de monsieur Y, pour ça. Et puis il y a un autre élément qui va intervenir de façon très importante, c'est l'intelligence artificielle. Et en particulier pour les disciplines très morphologiques, comme la radiologie ou la dermatologie, l'intelligence artificielle va devenir quelque chose qui va être très 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 important. Et puis il y a un dernier élément qui moi m'intéresse beaucoup, à la fois comme médecin et comme enseignant, c'est l'incertitude. On apprend pas beaucoup et pas assez, mais on va le faire aux étudiants à gérer l'incertitude. C'est quelque chose qui est vraiment très compliqué, très difficile, très potentiellement inquiétant pour les étudiants, mais on s'aperçoit que 80% de nos décisions en médecine sont faites en contexte de l'incertitude. Or, on n'apprend pas ou peu aux étudiants à gérer l'incertitude et on n'a pas beaucoup de techniques qui permettent d'évaluer la façon dont les étudiants gèrent l'incertitude. Et ça, c'est vraiment, pour moi, à la fois clinicien et enseignant, un objectif vraiment prioritaire. Oui, c'est une passion à laquelle je pense souvent parce qu'elle rend humble. Je dis à mes étudiants, la médecine rend humble. Mais bon, on a tendance à l'oublier parce qu'on a l'impression qu'on est des surhommes ou des surfemmes, ou des superwomen quand on arrive à guérir un patient. Et de temps en temps, ils sont là pour nous rappeler que c'est pas toujours aussi évident. C'était quand j'étais assistant en réanimation médicale à l'Archet dans le service professeur Mattei. Et un dimanche, c'était un jour où je n'étais pas de service. Le médecin de garde m'appelle parce qu'il avait un problème avec une jeune femme. Il n'arrivait pas à s'en sortir avec une situation hémodynamique très très précaire. En fait, elle avait un choc septique sur un avortement septique. C'est une pathologie qui est devenue très très rare, mais bon, pour des raisons diverses qu'on n'a pas à juger, elle avait eu recours à cette technique et elle était vraiment très très mal. On s'est battu
avec pour cette jeune femme. On avait l'impression de la tirer d'affaire, on était vraiment très très content. Elle allait sortir et elle allait être rapatriée sur Caen parce qu'elle était en vacances sur la côte quand elle avait fait ce problème. Et la veille de sa sortie, elle a fait un accident vasculaire cérébral massif et elle est morte. Ça a jeté un coup dans le service parce que bon, c'était vraiment une histoire où tout le monde s'était impliqué, de l'aide-soignante au chef de service. Tout le monde aimait beaucoup cette patiente qui est vraiment une super patiente. Et son décès brutal, complètement inattendu, a rappelé qu'on n'était pas des surhommes et des surfemmes et que ça ne marchait pas à tous les coups. Pour les étudiants de PACES ou de ce qui remplacera la PACES, le PASS ou équivalent, soyez motivés. Et soyez sûr que c'est bien médecine que vous voulez faire. Ou plutôt, de façon générale, les sciences de la santé, puisque c'est commun à la médecine, c'est commun à l'odonto, c'est commun à la kiné et c'est commun les sages-femmes. Donc soyez sûr que c'est vraiment ça que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'allez pas réussir. Donc la motivation pour les études de médecine, c'est vraiment un élément majeur de réussite. Ça marche ou ça ne marche pas sur la motivation. Donc si vous n'êtes pas motivé, n'essayez pas, ça ne marchera pas. Donc réfléchissez bien avant de vous engager là-dedans. Ensuite, pour les étudiants de seconde année. Alors les étudiants de seconde année, vous allez être touchés par la réforme du second cycle. C'est même vous qui allez être une des premières promotions à l'expérimenter. Ça veut dire qu'on va adapter les enseignements pour qu'ils soient de plus en plus cliniques et de moins en moins fondamentaux. Et ça sera encore plus important quand on ne pourra plus s'appuyer sur les bases que vous êtes censé avoir acquis au cours de la PACES. Donc là encore, pensez bien que ce que vous allez être, ça sera surtout des médecins et que la recherche, ça sera une partie importante de votre activité, mais pas la partie dominante. Donc ciblez bien les choses importantes.